Bienvenue et bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous parlerons de la prévention et la gestion des conflits intercommunautaires, celui du cas du Mali, où le samedi 23 passé, il y a eu beaucoup ou bien une massacre importante de la communauté Peul au Mali. Nous ferons un peu l'analyse de la situation et nous vous parlerons un peu qu'est-ce qui a échappé à l'État malien et quelles sont les dispositions à prendre actuellement pour la résolution de cette crise. Alors Hamza Soumana, bonjour. Bonjour cher Amadi, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Très Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Oui, et de mon côté, nous avons El Hadj Ahmad Diallo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bonjour. Oui, bonjour. Je me réjouis beaucoup de notre innovation aujourd'hui. Merci. Parce que, vous savez, par le passé, nous sommes toujours enfermés dans notre langue habituelle. Et alors qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui ne parlent pas notre langue, mais qui ont aimé, qui ont toujours aimé nos émissions. Et aujourd'hui, en parlant français, ça va réjouir plus d'un titre. C'est-à-dire, ça va réjouir à plus d'un titre, plusieurs personnes qui vont aujourd'hui comprendre de quoi nous parlons chaque fois quand ils nous voient sur le plateau. Ils sont contents, mais ils sont bloqués parce qu'à un moment donné, ils ne savent pas. Exactement, ils ne savent pas de quoi nous parlons. Ces gens-là parlent des choses très intéressantes, mais on ne comprend pas. Donc, cette fois-ci, vous donnez l'opportunité. C'est une innovation. Et je salue cette innovation. Oui, c'est au directeur de ETélé qu'il faut remercier et qui a pris vraiment le goût de ce que nous faisions et a jugé juste que nous parlions et que tout le monde puisse comprendre actuellement de ce que nous sommes en train de développer en langue nationale Peul, justement. Alors, Hamza Soumana, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire de la situation et de ce qui s'est passé au camp Peul de Ogoussabou, au centre du Mali? Merci, Amadi. Et pour rappel, le samedi 23 mars dernier, un village nommé Ogoussabou dans la province de Mopti, le village a été agressé et attaqué. Je ne sais pas, on peut qualifier ça là de génocide comme ce qui s'est passé au Rwanda parce que, à vrai dire, selon les témoins, il y a eu plus de 160 morts. Et c'est un village qu'ils ont nettoyé et que ce soit l'enfant de moins d'un jour d'abord, de femmes enceintes, des vieux, tout le monde, personne n'a échappé à ce massacre. Donc ce qui s'est passé, c'est ça. Maintenant, qui sont ces auteurs? Selon les médias, il s'agit d'un certain chasseur. Mais peut-être comment ça s'est passé, puisque on doit chercher quand même la raison pour comprendre quelles sont les causes. Oui, justement, je venais à ça. Quelles sont les causes de ce massacre vraiment inhumain de ce camp Peul? C'est ça. Les causes, à vrai dire, ça ne se dit pas sur les médias. On sent que chacun cherche toujours à contourner la réalité, l'origine réelle même. Mais la cause, c'est une mainmise de l'État. Une mainmise de l'État pour permettre non seulement aux chasseurs de la localité de se regrouper en association, détenteurs et des associations de chasseurs. Quand on dit chasseurs, on sait que c'est des gens qui détiennent des armes. Et le slogan pour cette association, c'est l'association d'autodéfense. 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 Donc, autrement dit, un groupe de rebelles autorisés, c'est-à-dire reconnus par l'État. Reconnus puisque ils sont libres de se défendre, ils sont libres d'attaquer où ils veulent et ils ne sont pas, c'est-à-dire c'est comme si ils complètent le travail de la sécurité publique, c'est-à-dire au niveau des militaires et autres. Ils prennent le rôle de ces forces de l'ordre qui devraient quand même prendre en compte la sécurité de toute la population du Mali. Donc c'est cette même mise qui les a permis quand même d'attaquer et les conséquences c'est que une communauté a été nettoyée de façon totale dans ce village. Et où est le coupable? On ne sait pas. Justement, merci beaucoup. Et El Hadj Ahmad Diallo, exactement tel que Hamza vient de le dire, il y a eu des tueries, il y a eu des massacres. Quelles sont les causes de ce massacre? Tout d'abord, ma pensée va à l'endroit des familles des victimes. Et nous prions pour que Allah accueille l'âme de ces personnes
tuer dans son paradis. Amen. Vous savez, on a toujours dit que lorsque on montre le ciel à quelqu'un et que cette personne dit qu'il n'a pas vu, c'est qu'il a menti. Les causes sont exogènes et endogènes. Et je vais quand même essayer de décrypter un tout petit peu au cours de notre conversation quelles sont les causes endogènes, quelles sont les causes exogènes. Parce que ce que mon frère vient de dire tout à l'heure, c'est des causes, je peux dire même exogènes. C'est des causes qui sont vues aujourd'hui. Je ne sais pas si elle fait comme ça. Mais avant, comment en est-on arrivé là? Oui. Parce que justement, nous sommes sur la question et dites-nous comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à là. Vous savez, ces gens, les Peuls et les Dogons ont vécu pendant près de 100 ans ensemble. Oui. Pour ne pas peut-être exagérer. Oui. Mais c'est à partir de quand nous avons commencé à assister à ces tueries. C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ces mêmes Dogons qui aujourd'hui attaquent les villages Peuls et qui assassinent, qui tuent, qui massacrent. Avec qui ils cohabitaient, il y avait cette harmonie qui vivait, cette ambiance qui vivait entre eux. Très bien. Et là, il faut se dire qu'il faut parler de la cause endogène. Endogène, oui, c'est de la cause profonde. Oui. C'est d'où c'est venu. Parce que tous ces mouvements sont venus après 2002, quand les groupes terroristes ont pris la commande de cette région abandonnée, une région oubliée où ces communautés vivaient en fonction du respect de leurs coutumes vis-à-vis de chacun. Mais c'est que ces gens, vous allez remarquer que depuis plus de 60 ans, non seulement ils sont ensemble, mais c'est qu'il y a des cas isolés de conflits entre éleveurs et cultivateurs. Et ces conflits, la majeure partie du temps, comme ils étaient isolés, ils étaient aussi circonscrits sur le champ. Et à un moment donné, au fil de l'évolution, il y a eu la surpopulation. Il y a eu la sécheresse, qui a même décimé une partie des animaux, dont les Peuls étaient non seulement des détenteurs, même, c'est-à-dire que de la tradition, parce que les autres sont des cultivateurs. Oui. Mais à un moment donné, il y a eu ce voisinage qui a permis aux autres qui étaient cultivateurs avant de commencer aussi à élever des animaux. Et ils cultivent, ils élèvent aussi des animaux. Au point où il y a des parties, vous allez voir dans tout le Sahel, la majeure partie des parties où il y a la sécheresse, vous allez remarquer que les Peuls même, certains Peuls ont perdu même le privilège même d'être bergers, parce qu'ils ont des bœufs, mais ça appartient aux autres ethnies qui ne sont pas Peuls. Exactement. Je ne sais pas si je vais comprendre. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas ces Peuls-là qui conduisent les bêtes-là aux champs, qui sont seulement, uniquement, ou bien les détenteurs, les propriétaires de ces bêtes-là. Très bien. Okay. Donc, vous allez remarquer que les Peuls, ils ne font que jouer le rôle qu'on leur a attribué à un moment donné par les propriétaires des animaux. Parce que vous n'avez pas d'animaux, on vous dit qu'il faut le nourrir correctement. Donc, à un moment donné, vous allez remarquer que ces mêmes personnes qui ne sont pas Peuls sont devenues détenteurs d'animaux. Donc, ils ont commencé aussi à vivre ce que vivaient les Peuls qui avaient les animaux et que, à chaque instant, on les dépossédait, on tuait les animaux. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Avant l'arrivée des groupes terroristes, l'installation des groupes terroristes dans le nord du Mali, il y avait des groupes de bandits composés de Peuls et de non-Peuls, de toutes les ethnies dans la région. Et qui attaquaient tout détenteur de bœuf. Et comme la région n'est pas loin du Burkina Faso, la majeure partie du temps, ils vendaient ces bœufs-là au Burkina parfois. Ils attaquent un convoi d'éleveurs, ils les tuent et ils amènent ces bœufs-là dans le Burkina.
Vous voyez, ça crée d'abord une confusion, une petite confusion au début. Oui. Mais à un moment donné, les groupes terroristes sont venus qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas d'objectif que de voler, piller, violer les habitants de la localité. Et endoctriner nos parents peuls. C'est pourquoi je dis la cause est profonde dans la mesure où je vais peut-être faire une petite parenthèse, pour dire que voilà, on a une situation qui nous trompe aujourd'hui, nous les Peuls. Nous avons tellement abandonné notre culture, notre langue, au point où nous sommes perdus. Sinon aujourd'hui, vous allez trouver que la langue arabe, le Peul l'a privilégiée par rapport à sa propre langue. Alors que tout est déjà réglé dès le début. Le Coran dont nous nous réclamons être, disons, détenteur est vrai. Mais celui même qui a été dépositaire du Coran a tenu à rassurer que l'arabe n'est pas mieux que le noir n'est pas mieux que l'arabe. Justement, qu'est-ce qui a échappé à l'État jusqu'à ce que nous remarquons ou nous voyons cette importante destruction de la vie humaine dans cette localité-là? C'est ce que j'en venais à là. Okay. Quand je vais dans ce raisonnement, c'est pour dire en quelque sorte que aujourd'hui, nous avons été trompés juste par le fait que nous avons abandonné notre propre langue, c'est-à-dire nous avons privilégié une langue au détriment de notre langue. Et aujourd'hui, c'est tout ça qui crée la confusion. Est-ce à dire que le fait de parler l'arabe ou bien de pratiquer l'islam, parce que beaucoup confondent, d'accord, cette ethnie-là au djihadisme, beaucoup disent que d'autant plus ce qui se passe dans cette région-là, c'est que ce sont des djihadistes. Est-ce vraiment, c'est dans cette logique-là que vous développez? Est-ce que cela justifie réellement ce que... C'est dans cette logique parce que si les djihadistes ont eu l'adhésion des Peuls, c'est pas seulement des Peuls, mais majoritairement l'adhésion des Peuls, c'est parce qu'il y a un problème là, des idées reçues. Et ils se sont servis de ces idées reçues qu'on a gardées, qu'on n'a pas voulu faire des recherches pour développer, pour connaître surtout la vérité. Quand on te dit que le Peul est venu de l'arabe, et que quand on écrit même le mensonge en arabe, et que la vérité est en Peul, quand le Peul voit l'arabe là, il trouve que c'est ça qui est la vérité. Exactement, merci beaucoup El Hadj Amady Diallo. Hamza Soumane, aujourd'hui, nous sommes à un niveau vraiment où la population est touchée, la population est vraiment inquiète dans cette région-là. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce qui a échappé à l'État central dont le rôle est de surveiller, de veiller à la sécurité des populations? Merci Amady. Je pense que dans mes propos introduits, je l'ai dit, la seule cause, c'est l'État. Okay. Peu importe les détails, quand je dis c'est l'État, c'est bien précis. Au fait, l'État a manqué de jouer son rôle. Son rôle d'assurer la sécurité au niveau de toute la population du Mali. C'est son rôle. Dans les propos de mon frère, il a dit que c'est un État abandonné. L'État, la région même concernée, c'est une région abandonnée par le passé. Si actuellement on voit que depuis des 5 ans, 10 ans, que les djihadistes sont venus du nord pour rentrer dans le pays, c'est parce que la région était abandonnée. L'intégration de ces djihadistes, ils sont obligés quand même pour s'installer, ils ont besoin de la population. Et c'est dans cet objectif d'installation et aussi de gagner la confiance des gens. Donc c'est là où il faut cibler. Oui, il faut cibler un lieu, un site un peu caché pour pouvoir préparer tout ce qu'on a besoin de faire. Justement, Mali étant un pays sahélien, ne dispose pas de grandes forêts comme au Nigeria ou dans les pays de l'Afrique centrale où les djihadistes peuvent se cacher pour faire comme Boko Haram le fait. Donc, dans ces conditions, ils sont obligés de se cacher parmi la population. Et là, il faut gagner la confiance de la population et c'est là où tout commence. L'État devrait jouer son rôle à partir de cet instant pour éliminer ce groupe de djihadistes
qui malheureusement a pris le terrain jusqu'à maintenant s'installer et l'État ne sait même pas où il se trouve actuellement. Maintenant, lorsque dans la communauté même, il y avait peut-être 2 communautés différentes, 2 ethnies différentes qui ne s'entendaient pas, et que maintenant l'une trouve l'opportunité d'être parmi le pouvoir de décision, c'est-à-dire au niveau du centre de décision. Maintenant, pour régler le problème, ce problème qui existait, alors il faut utiliser le mot djihadiste pour finir avec l'autre ethnie. Et c'est ça qui se passe actuellement. Donc, l'État devrait voir clair et savoir qu'un djihadiste n'est pas un peuple. Un djihadiste n'est pas forcément un musulman, puisqu'il y a cette confusion aussi quand tu te réclames et tu te présentes comme un musulman. Le mot qui vient, c'est ça. C'est ça. Oui. Au malgré, il y a une distinction nette. Alors, dans certaines localités même, dès que tu portes le nom de musulman, on te qualifie de djihadiste, parce qu'on sait que exactement, on disait que bon, ces djihadistes-là, ce sont des religieux musulmans qui réclament le droit et qui réclament la charia. Malheureusement. Oui. Mais lorsque les médias aussi jouent beaucoup de rôle à ce niveau, puisqu'il faut clarifier les choses, il faut vraiment présenter les choses comme elles sont. Je prends un exemple où un djihadiste met des bombes pour aller dans une mosquée et tuer tous ceux qui sont dans la mosquée. Intellectuellement, quand on dit si quelqu'un qui prie, qui est musulman, comment aller tuer ses frères? Ça devrait poser une question. Mais on souhaite plutôt, lorsque les djihadistes attaquent peut-être l'église ou bien ils attaquent les centres de l'État, le poumon même, les organes, là on préfère publier pour dire peut-être c'est les musulmans au lieu de dire les djihadistes. Vous voyez ça joue. Donc c'est la même chose qui arrive au niveau de la communauté. Donc l'État devrait voir clair, savoir que les djihadistes sont à la fois, sont d'abord dans toutes les ethnies et au même moment dans toutes les religions. Et avant de maintenant accepter que c'est lui avec qui il discute, que c'est l'autre communauté qui n'a pas eu la chance, puisqu'ils n'ont pas, la majorité n'a pas été à l'école, et malheureusement, le peu qui ont été à l'école et qui sont des cadres, qui sont au niveau du pouvoir de décision, n'arrivent pas aussi à défendre la majorité qui n'a pas été à l'école. Donc du coup, l'État arrive à comprendre vite la proposition de l'autre ethnie pour aller maintenant accepter, massacrer l'autre. Et pour le faire, au début, on sentait que c'est les militaires même qui forçaient, qui tuaient les gens au nom de djihadistes. Oui. Mais pour se sauver, qu'est-ce que l'État, même au Burkina, c'est la même chose qui s'est passée en janvier. C'est les civils maintenant qui sont armés, qui sont reconnus, puisqu'ils ont une association, ils ont un récépissé, qui détient les armes et maintenant qui font ce qu'ils veulent, puisqu'ils se proclament autodéfense, une association d'autodéfense des chasseurs. Donc du coup, allez faire ce que vous allez faire et on revient maintenant après en tant que l'État, maintenant pour présenter les condoléances, pour promettre, peut-être pour limoger, comme l'État malien l'a fait, le président. Oui, l'état-major qui était il convoque un conseil de ministres le même jour. Oui. Il limoge le chef d'état-major et quelques militaires et il vient maintenant présenter les condoléances, mais les morts sont... Est-ce que juste là, nous pouvons dire que c'est la solution, c'est la meilleure solution par ces actes du gouvernement malien? La solution est loin d'être là. Okay. Puisque, qu'est-ce qu'il fallait faire directement? Il faut aller rechercher les auteurs, les arrêter tous, les mettre au état de nuit. Ils détiennent encore les armes et ils continuent de circuler librement. Et aller voir peut-être même d'autres crimes, d'autres massacres, d'autres nettoyages ethniques continuent de se faire dans l'ombre. Mais c'est ce qu'on nous envoie, qu'on voit. On nous parle de 160 morts, encore qu'on entend parler de plus de 300 morts. Lorsque vous attaquez un village et que personne ne s'échappe, comment ils font? Ils restent au niveau de la porte, ils mettent du feu sur la cabane et ils ont des armes en main. Tu mets la tête pour sortir puisque la fumée t'a chassé maintenant de ta chambre. Quelqu'un qui ose sortir, on le tue. Donc, tu as le choix entre mourir par... c'est ça, ou bien prendre une balle. Donc, pas de survivants, puisque l'air à laquelle ils ont attaqué, personne n'est censé rester au dehors. Donc, du coup, c'est comme ça qu'ils ont fait pour nettoyer complètement. Ce sont les cadavres, les corps qu'ils ont vus, puisque l'autre, c'est de cendre. On n'arrive même pas à savoir si c'est un être humain totalement, ou c'est un animal bien sûr. Donc, du coup, pour quantifier le nombre de morts, je pense que ce n'est pas comme 160, comme on l'a dit, c'est plus de 300. Et ça continue de se faire, puisque tous sont en liberté. La seule chose qu'il a pu faire pour dire, le récépissé qui a été délivré pour reconnaître cette association comme une association d'autodéfense, ça a été dissous verbalement.
Mais allez arrêter le président, allez arrêter tout le bureau pour comprendre clair. Mais rien n'est fait. Donc du coup, ce n'est pas encore la solution. Alors quel sera désormais le rôle des associations qui sont là, qui défendent cette communauté-là? Quelles sont les dispositions à prendre bientôt à l'ADJ? Bon, les dispositions à prendre, selon moi, il faudrait quand même que la vérité soit recherchée dans cette situation, puisqu'il n'y a pas de paix sans justice. Et ces associations, la première des choses qu'ils doivent rechercher, c'est d'abord la justice. Parce que c'est en rendant justice qu'on peut arrêter. Plus jamais ça. Ça ne peut plus se reproduire. Ça, c'est clair. Mais c'est en ce moment-là qu'on a la possibilité de revendiquer, de poser, c'est-à-dire de donner, c'est-à-dire d'exposer nos doléances. Et pour ce faire, il va falloir l'union. Et cette union, il nous faut un représentant. Dans cette union, il faut un représentant reconnu par tous les pays qui serait c'est-à-dire quelqu'un qui peut, c'est-à-dire porter notre voix plus loin jusqu'au Conseil de sécurité. Je pense que en réussissant à s'unir et à avoir une personne responsable de tout le monde, nous pouvons éteindre ces foyers de tension qui aujourd'hui endeuillent uniquement la communauté Peul. Alors désormais, quel sera le comportement des uns et des autres, surtout ceux qui cohabitent, ceux qui vivent ensemble, ceux qui sont appelés à vivre ensemble? Parce que cela a été ainsi depuis des années, depuis des siècles, sans de tension. Mais tout à l'heure, vous venez de le dire. Justement, c'est parce qu'il y a eu des causes. Il y a eu des causes internes, il y a eu des causes externes, mais ces causes n'ont pas été prises en compte parce qu'on aurait appris même que pendant ce temps, l'État avait été alerté de ce qui se faisait au centre. Mais il est resté inexplicable, il est resté inerte sans réagir jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous remarquons de ce qui est fait aujourd'hui dans ce camp-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez à ces populations-là qui sont appelées à vivre ensemble? L'appel que j'ai à apporter à ces populations, c'est d'abord de savoir que le cœur chaud, il y a un adage qui dit le cœur chaud ne peut pas manger du riz chaud. Expliquez-nous. C'est pour dire que l'appel à la vengeance ne règle rien. Il faut se ressourcer, il faut se ressaisir et savoir que ce qui se passe là, si c'est bien circonscrit, si c'est bien étudié et c'est bien réglé, ça ne va plus jamais se reproduire. Ça, c'est clair. Mais il faut que l'État aussi s'implique véritablement. Parce que quand des alertes ont été faites pendant plus de 6 heures de temps, que des hommes ont encerclé des villages et sont sur le point de commettre des dégâts, et que aucun agent de l'État, et qu'on nous dise que l'État a pris ça comme étant des rumeurs. Mais une rumeur, il faut aussi la considérer jusqu'à se rendre compte que cette rumeur est fausse avant de se retourner. Et prendre des dispositions. Donc, il y a, quand on parle de prévention de conflits, c'est aussi en tenant compte des rumeurs. Parce que quand il y a rumeur, il faut vérifier. Maintenant, lorsque tout est pris comme rumeur, on va toujours en arriver à là. Parce que si, depuis 6 heures de temps qu'ils ont été informés et que des bases militaires sont peut-être à 22 km, à 45 km de là, ils ont des hélicoptères, ils ont tout, et ils ont laissé faire, c'est que quelque part, si aujourd'hui, tout le monde entier, d'accord, les accuse de complicité, c'est là, l'élément même accusateur et dont personne ne peut nier. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, il faut que l'État écoute et l'État agisse quand ils sont alertés. S'il y a des alertes, il n'y aura pas de... si les alertes sont prises en compte,
il n'y aura pas de crime. Merci beaucoup, Al-Hadj Hamza Soumana. Quelles seront désormais les dispositions à prendre pour éviter de ce genre de massacre entre les populations qui vivaient ensemble en harmonie? Merci beaucoup. Et d'abord, je rappelle qu'il y a un virus qui circule au niveau des États membres de la CEDEAO. Et ce virus, si on ne l'attrape pas vite, pour le neutraliser, à vrai dire, ce n'est pas seulement une communauté qui sera détruite, mais c'est des communautés. Parce que d'une manière ou d'une autre, les enfants qui grandissent dans cet état, dans cette situation, sans papa, sans maman, sans aucun membre de famille, d'une manière ou d'une autre, il y aura des révoltes. Ces papas qui sont là, qui ont pu échapper, qui ne verront jamais leurs femmes, leurs enfants, ça reste dans le cœur. Ces femmes enceintes, ainsi de suite. Donc ça reste dans les mémoires et d'une manière ou d'une autre, il y aura, on sent la colère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on soit Peul ou non, je pense qu'un être humain qui réfléchit, qui voit ces images qu'on vient de nous montrer, doit se sentir gêné. Puisque ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Ce sont des Africains. Et c'est les mêmes Africains qui les tuent. Ce qu'il faut faire tout de suite, je pense que tous les présidents des pays membres doivent se concerter et prendre au sérieux cette situation. Je me réjouis pour la déclaration que la présidente de la CPI a faite ce matin sur les antennes de RFI, où elle disait que la CPI prendra au sérieux cette situation et enverra aussi une équipe des enquêteurs qui vont venir comprendre qui sont les vrais auteurs pour qu'ils puissent être punis à la hauteur des actes. Mais malheureusement, la CPI ne pourra rien faire sans l'accord des États membres, c'est-à-dire sans passer par l'État malien. Justement. Et il faut qu'au même moment, les présidents, tous les présidents, comme le président du Burkina, le président du Mali, qui sont beaucoup plus concernés actuellement, puisque ça s'est passé au Burkina en janvier dernier, dans les mêmes circonstances. Quand on vient, on tue d'abord le chef de famille, le chef du village, on attaque tout le village. Il faut qu'ils acceptent, qu'ils comprennent et qu'ils sachent que tout le monde est le même. Qu'on vote pour soi ou non, la personne est un être humain, qu'on soit Peul ou non, il faut les reconnaître. Il ne faut pas aussi accepter l'esprit que ce qu'on nous apporte de l'Occident, on nous embrouille et c'est le chef de l'État maintenant qui prend le relais pour accepter et détruire sa propre population. Avant de tuer quelqu'un, mais prenez le soin de l'arrêter au moins. La punition, je pense que ce n'est pas le tuer. Il faut au moins le présenter devant un procureur, le condamner à mort, avant quand même de passer maintenant à le tuer. Mais envoyer un groupe, ça c'est un génocide. Je pense que tous ces chefs d'État qui sont en train de cautionner d'une manière ou d'une autre ces crimes, ils devraient répondre. Et ce qui compte maintenant tout de suite, c'est vraiment il faut que ces pays prennent ça au sérieux comme la présidente l'a déclaré et au même moment que tous les chefs d'État puissent quand même contribuer d'une manière ou d'une autre et qu'il y ait sensibilisation par la suite. Il faut que l'État arrive à reconnaître ses habitants comme ses propres habitants et non laisser être embrouillés par le thème du djihadisme pour nettoyer son peuple. Ok, quel mot vous avez à l'endroit de ces victimes aujourd'hui, c'est-à-dire à la communauté malienne? Tout de suite, je présente d'abord toutes mes condoléances aux familles éplorées, qu'Allah accepte ceux qui nous ont dévancés dans ces circonstances, qu'il les accepte au paradis. Amen. Je présente les mêmes condoléances à toute la communauté Peul, puisque qu'on soit au Mali ou ailleurs, on est touché, très touché. Merci beaucoup. Aladji, qu'est-ce que vous avez comme Alors donc, je pense que je vais toujours dans le même sens que mon frère vient d'aborder. Oui. S'agissant aujourd'hui de stopper toutes ces violences, nous avons besoin de la communauté internationale. Mais la communauté internationale, sans la volonté des dirigeants du Mali
et des autres pays où les crimes sont en train d'être perpétrés, ce serait difficile. Il faut que ces gouvernants, il faut que ces dirigeants s'ouvrent. Il faut qu'ils s'ouvrent, ils disent la vérité. Merci. Parce que si c'est une instrumentalisation politique, ils n'ont qu'à savoir qu'ils n'ont pas été élus par simplement d'autres personnes, mais les peuples les ont élus aussi. Alors, il y a quelque chose qui fait même honte à nos gouvernements, et ils ne se rendent pas compte. À nos gouvernants, ils ne se rendent pas compte. Aller nettoyer une partie des habitants de ton pays. Ça veut dire que tu ne maîtrises même pas ton pays. Tu ne maîtrises même pas les habitants. Tu ne sais même pas qui est de chez toi, qui n'est pas de chez toi. Merci beaucoup, Eladji Amadou Diallo. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci Hamza Soumano pour ce plateau. Merci, chers téléspectateurs, pour cette émission. Nous prenons rendez-vous pour une autre épisode.